les 5 principales actualités sur les pensions. Abonnez-vous pour rester informé. Pension en hausse, une réforme des retraites trop généreuse. La revalorisation des retraites de base a été décidée afin de garantir une meilleure prise en charge des retraités. Cependant, la question qui se pose est de savoir si cette hausse de 5,3%, équivalent à l'inflation, était nécessaire. Une option plus avisée aurait été de procéder à une revalorisation légèrement inférieure d'1 ou 2 points par rapport à l'inflation. Il est indéniable que la France doit faire face à des défis en matière de réduction de son déficit public. Et trouver des économies s'avère être un casse-tête pour le gouvernement. Les dépenses liées aux retraites représentent un quart des dépenses publiques, et la revalorisation prévue pour le 1er janvier représente un coût de 14 milliards d'euros en 2024, uniquement pour le régime de base. Si cette revalorisation avait été inférieure d'1 point, cela aurait permis d'économiser 2,7 milliards d'euros. Il aurait été cohérent, après la récente réforme des retraites impactant les actifs, d'imposer également un effort aux retraités, qui en moyenne bénéficient d'un niveau de vie légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population, de l'ordre de 2 ou 3%. Cependant, selon les projections du Conseil d'orientation des retraites, cette disparité ne devrait pas perdurer, car les actifs verront leur salaire réel augmenter plus rapidement que celui des retraités, une fois corrigés des effets de l'inflation. Cependant, il convient de noter que la situation financière des retraités français diffère de celle des retraités d'autres pays européens. En effet, ces derniers ont généralement un niveau de vie inférieur à celui des actifs. En France, les retraités peuvent également bénéficier de revenus provenant de leur épargne. Bien sûr, il existe des disparités importantes parmi les retraités français. Certains dépendent uniquement de leur pension ou perçoivent le minimum vieillesse. En 2020, le gouvernement avait d'ailleurs opté pour une sous-indexation des pensions des retraités les plus aisés. Les retraités dont la pension était inférieure à 2 000 € avaient, quant à eux, bénéficié d'une augmentation équivalente à l'inflation. Il aurait été possible de suivre cette même logique cette année, mais cela aurait nécessité de définir précisément les critères pour déterminer les retraités concernés. Quoi qu'il en soit, l'indexation des pensions sur l'inflation étant prévue par le Code de la sécurité sociale, le gouvernement aurait dû passer par le Parlement pour obtenir l'aval à cette dérogation. Il est très probable qu'il aurait rencontré des difficultés à faire voter cette exception. De manière plus générale, je doute que la France parvienne à réaliser les économies nécessaires dans les années à venir, en raison du contexte politique et social. Pourtant, des efforts pourraient être faits dans certains domaines, tels que la santé, où il est nécessaire de renforcer les moyens tout en évitant le gaspillage, ainsi que les aides aux entreprises et au niveau des collectivités locales. Avec les 14 milliards dédiés à la revalorisation des retraites, ramener le déficit public de 4,9% du PIB à 4,4% en 2024, comme le prévoit Bercy, s'annonce compliqué. Les considérations économiques ne suffisent pas pour remporter une élection. En ce qui concerne les aspects électoraux, les retraités représentent une part non négligeable de l'électorat français, avec 17 millions de personnes sur un corps électoral de 48 millions. De plus, ils sont habituellement moins enclins à s'abstenir par rapport aux autres catégories, bien que leur participation tende à diminuer. Ils sont également plus impliqués dans le débat politique et démontrent une culture politique plus approfondie que d'autres catégories de la population. En effet, nos enquêtes sur la connaissance des institutions révèlent que même les retraités les moins diplômés se classent mieux que les trentenaires les plus diplômés. Traditionnellement, en sciences politiques, on considérait les retraités comme des électeurs plutôt favorables à la droite modérée, proches de l'UDI et des Républicains, anciennement UMP. En revanche, leur affiliation au Rassemblement national, anciennement Front national, était beaucoup moins prononcée. Lors des élections de 2022, les retraités ont été parmi les principaux soutiens d'Emmanuel Macron et étaient les seuls à défendre la réforme des retraites. Cependant, la situation évolue
et cela pose un grand problème pour le président de la République et son entourage politique. Nos enquêtes montrent comment les différents candidats de la droite radicale, tels que Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour, gagnent en popularité auprès des retraités. En 2012, ils ont récolté 15% des voix des plus de 65 ans, puis 20% en 2017 et 22% en 2022. Pour les prochaines élections européennes, un récent sondage IFOP Fiducial Sud Radio de décembre 2023 indique que 32% des retraités soutiennent la liste Renaissance, tandis que 22% soutiennent le RN, 6% une liste conduite par Marion Maréchal et 4% celle de Nicolas Dupont-Aignan. Les Républicains recueillent quant à eux 14% des voix. Ainsi, l'équation classique voulant que les retraités votent pour la droite modérée ne fonctionne plus. Ce basculement peut s'expliquer en examinant les priorités politiques des plus de 65 ans. L'immigration, la sécurité et la protection sociale arrivent en tête, tandis que les 18-34 ans mettent en avant le pouvoir d'achat ou l'égalité. Or, ces priorités des plus de 65 ans correspondent précisément à l'évolution du programme du Rassemblement national qui, pour être plus en accord avec les préoccupations sociales, a abandonné le néolibéralisme porté par Jean-Marie Le Pen. Il devient donc évident que les choix politiques d'Emmanuel Macron, tels que la loi sur l'immigration ou la revalorisation des retraites, sont influencés par ces enjeux. Cependant, il est important de faire attention. Les considérations économiques ne suffisent pas toujours pour remporter une élection. La qualité de vie, l'environnement, l'état du quartier, les problèmes de transport et le sentiment d'isolement jouent un rôle bien plus important dans le vote, en fonction de la perception de sa position dans la société et du sentiment de réussite personnelle. Nous passons maintenant à la prochaine nouvelle importante. Les retraités agricoles enfin reconnus. Une augmentation historique au 1er janvier 2024. Pour faire face à l'inflation, une augmentation de 5,3% est accordée aux retraités agricoles sur leur pension à partir du mois de janvier. Cette augmentation s'applique aux pensions de retraite de base et de réversion et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Les versements de ces pensions agricoles débuteront à partir du 9 février 2024. Il est important de souligner que cette revalorisation concerne également l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou minimum vieillesse. Cependant, les pensions d'invalidité et les rentes ne sont pas incluses dans cette mesure. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a tout de même annoncé une hausse d'environ 4,6% à partir du 1er avril 2024. Par ailleurs, la valeur du point de retraite complémentaire obligatoire, RCO, pour les non-salariés agricoles augmente également. À partir du 1er janvier 2023, elle passe à 0,3642 € alors qu'elle était fixée à 0,3614 € depuis le 1er juillet 2022. Cette augmentation représente une hausse de seulement 0,8%. La réforme des retraites, en vigueur depuis septembre 2023, continue d'apporter de nombreuses nouvelles règles concernant l'âge légal de départ à la retraite, les durées d'assurance, les carrières longues, le cumul emploi-retraite, etc. Ces nouvelles dispositions peuvent susciter des interrogations et des inquiétudes chez les assurés. Face à cela, la MSA, Mutualité sociale agricole, a entrepris une campagne d'information générale pour rassurer et informer les assurés. Des actions ciblées ont été menées auprès de certains adhérents. La MSA a accordé une priorité au traitement des dossiers déjà liquidés, nécessitant de nouveaux calculs, ainsi qu'aux nouvelles demandes de départ à la retraite. Ces dernières ont été traitées dans les délais. Les agents de la MSA ont relevé ce défi avec succès. L'information sur l'évolution des droits a également pu s'appuyer sur le réseau des 15 000 élus de la MSA. Magali Rascle, directrice déléguée en charge des politiques sociales à la CCMSA, Caisse centrale de MSA, met en avant les principaux points d'attention de cette campagne. Il s'agit de rassurer et d'informer sur une législation extrêmement complexe, tout en traitant les dossiers dans les délais afin que les assurés puissent bénéficier pleinement de leurs droits. En réponse à un communiqué de la coordination rurale
remettant en cause les calculs pour atteindre le minimum de retraite de 85% du SMIC net, Magali Rascle précise que la MSA applique la législation en vigueur. Le relèvement du minimum de pension a été établi par la loi du 3 juillet 2020 relative à la revalorisation des pensions de retraite agricoles. Selon l'article LU 732-63 du Code rural, toutes les pensions de base et complémentaires perçues par un exploitant agricole, régime agricole, mais également salariés et fonctionnaires, doivent être prises en compte pour fixer le plafond du complément différentiel. Il est donc important de noter qu'un retraité agricole éligible au complément différentiel peut voir la revalorisation réduite, voire annulée, si le total de ses retraites, tout régime confondu, à l'exclusion des avantages de réversion, dépasse le plafond de 85% du SMIC. Il est recommandé de contacter la caisse locale de la MSA pour obtenir des informations précises sur chaque situation individuelle. Ce nouvel ajustement des pensions de retraite et la mise en place de la réforme des retraites témoignent de l'importance accordée au bien-être financier des retraités agricoles et de l'effort du gouvernement pour garantir une retraite décente à tous les travailleurs. Ces mesures visent à assurer une meilleure protection sociale et à répondre aux besoins des retraités face à l'augmentation du coût de la vie. Nous allons maintenant à la troisième nouvelle importante de ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des actualités. Retraite, le mystère de la pension qui n'évolue pas en janvier 2024. L'assurance retraite a annoncé aujourd'hui, le 9 janvier 2024, le versement des pensions de retraite de base pour le mois de décembre 2023. Cependant, les retraités devront patienter jusqu'au vendredi 9 février pour constater l'augmentation de 5,3% prévue, ce qui a suscité de nombreuses interrogations et déceptions au sein de la population. Parmi les questions qui ont été posées à la rédaction, celle de Nanardou le 8 janvier. Les pensions de retraite devaient augmenter au 1er janvier 2024. Comment se fait-il que ce ne soit plus le cas? Une question également soulevée par Bonheur 1945 le 9 janvier. À quelle date sera versée l'augmentation de 5,3% de la retraite de base KENAV pour l'année 2024? Patrick, quant à lui, s'est étonné que son minimum vieillesse n'ait pas été augmenté de 961,08 € à 1012,12 € comme prévu au 1er janvier 2024. Enfin, Vitiello s'est interrogé sur l'absence d'augmentation de sa retraite pour l'année 2024. Il est important de noter que toutes les pensions de retraite de base seront bien augmentées de 5,3% à partir de janvier 2024. Ce taux d'augmentation est calculé en fonction de l'inflation des 2 dernières années. Cette revalorisation concerne non seulement les pensions du régime général de l'assurance retraite, mais également les pensions au minimum contributif, ainsi que le minimum vieillesse. Cette augmentation a été officialisée dans une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV, publiée le 29 décembre 2023. De plus, cette hausse sera également appliquée aux autres régimes de retraite de base, tels que le Service des retraites de l'État ou encore la CNRACL. Alors pourquoi cette déception exprimée aujourd'hui, le mardi 9 janvier 2024? La réponse réside dans le calendrier des paiements de la CNAV et des CARSAT dans les régions métropolitaines autres que l'Île-de-France. En effet, la pension mensuelle est versée au début du mois suivant. Ainsi, bien que la revalorisation de 5,3% soit effective dès le 1er janvier 2024, son impact ne sera visible qu'à partir du vendredi 9 février 2024, soit le jour du versement de la pension du mois de janvier 2024. Par conséquent, le paiement de la CARSAT ou de la KENAVEV que vous constatez aujourd'hui sur votre compte bancaire correspond en réalité à votre dernière pension de retraite de base pour l'année 2023. Le montant n'a donc pas été modifié. Rassurez-vous, Nanardou, Bonheur 1945, Patrick et Vitiello, il vous suffit simplement de patienter un mois de plus pour bénéficier de l'augmentation annuelle. En ce qui concerne la question de Nanardou, qui semble plus générale, il convient de souligner que la pension complémentaire Agir Carco a déjà été augmentée de 4,9% en novembre dernier.
il faudra attendre l'automne prochain pour une éventuelle nouvelle hausse de cette complémentaire. En somme, bien que les pensions de retraite de base auront bien une augmentation de 5,3% à partir de janvier 2024, il est essentiel de prendre en compte le décalage d'un mois dans le calendrier des paiements des CARSAT et de la CNAV. Ainsi, les retraités devront patienter jusqu'au vendredi 9 février pour constater cette hausse sur leur compte bancaire. Il reste 2 nouvelles importantes de ce programme. Restez avec nous. Retraite. Ancienne contractuelle, elle cumule plusieurs pensions. En France, il existe une trentaine de régimes de retraite qui coexistent. Dans certains cas, les retraités perçoivent plusieurs pensions en raison de carrières non linéaires. Moneyvox répond à Marie, qui s'interroge sur les 3 pensions de retraite de sa belle-sœur. Le 3 janvier, Marie a posé la question suivante. Je suis à la retraite depuis juillet. J'ai été contractuelle chez Orange. Je perçois une pension de l'Agirc Arco et de la CARSAT. Ma belle-sœur, qui était également contractuelle, reçoit en plus une pension de la CNAV. Elle a donc 3 pensions. Est-ce une erreur de ma part? Bonjour Marie, et merci pour votre question. Tout d'abord, nous tenons à préciser que nous, chez Moneyvox, ne disposons pas d'informations détaillées sur votre carrière professionnelle. Nous ne pouvons donc pas vous fournir une réponse personnalisée. Nous répondons aux questions qui peuvent intéresser le plus grand nombre de personnes. C'est le cas ici, car les anciens contractuels peuvent cumuler des droits dans différents régimes en fonction de leur statut. Analysons le cas général. Les agents non titulaires, également appelés contractuels, sont affiliés au régime général, le même que celui des salariés du secteur privé ou des travailleurs indépendants. Ainsi, une fois à la retraite, ils touchent une pension de base de l'assurance retraite. Celle-ci est généralement versée par la CARSAT, une caisse régionale liée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV. Dans le cas des anciens salariés du secteur privé, s'ajoute également la pension complémentaire de l'Agirc Arco. Pour les employés relevant du droit public, il existe la pension complémentaire de l'Ircantec. Cependant, la réforme Touraine de 2014 a modifié l'affiliation des agents non titulaires. Réellement depuis 2017, l'affiliation dépend non plus du statut de l'employeur, mais du contrat de travail. Ainsi, les salariés ayant un contrat de droit privé sont affiliés à l'Agirc Arco, tandis que les contractuels relevant du droit public sont affiliés à l'Ircantec. Marie, vous évoquez la différence entre vous et votre belle-sœur. Si elle perçoit, comme vous, une pension de base de la CARSAT, ainsi qu'une pension de la CNAV, cela est probablement dû à une carrière différente de la vôtre. La CNAV est à la fois la Caisse nationale et la Caisse d'Île-de-France, à laquelle peuvent être rattachés par exemple d'anciens contractuels de la fonction publique d'État. Il est impossible de répondre plus précisément à votre question, mais sachez que le portail multirégime Info Retraite F propose un service intitulé « Connaître vos régimes de retraite » qui vous permet d'identifier les régimes connus en fonction de votre nom et de votre date de naissance. Pour illustrer l'exemple des pensions multiples, le régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, CNRCL, détaille le cas de Michel, né en 1946. Il a commencé sa carrière en tant que salarié du secteur privé, puis est devenu indépendant pendant quelques années, avant de réussir un concours de la fonction publique et devenir fonctionnaire territorial. Ainsi, il a cotisé à 3 régimes de base, sans compter les complémentaires, notamment l'Agirc Arco. Le régime général, CNAV, le régime social des indépendants, RSI, et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, CNRL. Michel est considéré comme un cotisant multiple, car il a cotisé à plusieurs régimes de retraite. À terme, il deviendra un pensionné multiple, car il percevra plusieurs pensions provenant de différents régimes de base. Nous passons à la dernière nouvelle de ce programme. La France, championne d'Europe de la protection sociale, un modèle à suivre ou à réformer. La France se positionne depuis 7 ans en tête des dépenses de protection sociale en Europe, représentant ainsi 32,2% du PIB français, soit 849 milliards d'euros de prestations sociales.
Malgré les réformes mises en place concernant les retraites, l'assurance chômage et la France Travail, il faudra du temps pour observer les effets sur le niveau global des dépenses publiques. Les dépenses de santé en France, atteignant 10% du PIB, restent un sujet non abordé dans la réforme de la protection sociale. Selon une étude annuelle réalisée par le service statistique du ministère des Affaires sociales, la DREES, les comptes de la protection sociale couvrent l'ensemble des risques sociaux, tels que la santé, la vieillesse, l'emploi, la famille, le logement, l'invalidité et la pauvreté-exclusion. Cette étude permet de comprendre l'effort national en faveur de la couverture des risques sociaux et de le comparer aux autres pays européens. En 2022, les dépenses de prestations sociales représentent 32,2% du PIB français, ce qui est le pourcentage le plus élevé de l'Union européenne pour la 7e année consécutive, soit 849 milliards d'euros. Les prestations sociales englobent tous les transferts, en espèces ou en nature, permettant aux individus de faire face à des situations pouvant mettre en péril leur sécurité économique, comme une diminution de leurs revenus ou une augmentation de leurs besoins. En moyenne, cela représente 12 500 euros par habitant. Si l'on ajoute les emplois divers, tels que les frais financiers et les frais non financiers, les dépenses de protection sociale atteignent même 900 milliards d'euros. La moyenne européenne est de 27% du PIB. Les dépenses de prestations sociales ont été en constante augmentation depuis les années 50, même si les pics de dépenses correspondent à des années de recul du PIB, comme le montre le graphique suivant. Les principales augmentations des dépenses de protection sociale résultent des dépenses de santé et de retraite, liées au vieillissement de la population. Cependant, cette publication détaillant la couverture des risques dans les différents pays européens montre que la France se place en tête des dépenses, ou parmi les pays ayant les dépenses les plus élevées en pourcentage du PIB dans la plupart des cas. Par exemple, les dépenses de santé représentent 10% du PIB en France, contre 8,1% en moyenne dans l'Union européenne à 27. En ce qui concerne les retraites, la France dépense 14,2% du PIB contre une moyenne européenne de 14%. La France se classe 4e en Europe, derrière l'Italie, la Grèce et l'Autriche. En ce qui concerne l'emploi, les dépenses représentent 1,8% en France contre 1,2% en moyenne en Europe et 1% en Allemagne. En ce qui concerne le logement, la moyenne européenne est de 0,3% du PIB contre 0,6% en France, à égalité avec le Danemark. Enfin, en ce qui concerne le risque de pauvreté-exclusion, la dépense en France est la deuxième plus élevée, à 1,2% du PIB, après les Pays-Bas, 1,3%, contre une moyenne européenne de 0,7%. Seuls les risques liés à la famille et à l'invalidité sont inférieurs à la moyenne européenne, représentant respectivement 2,2% et 2% du PIB, contre 2,3% et 1,9% en Europe. Comme illustré dans le graphique suivant, cela se traduit également par des dépenses par habitant supérieures à la moyenne européenne en France, à l'exception des dépenses liées à la famille. Bien que la France soit souvent en tête en termes de pourcentage du PIB, elle n'est pas nécessairement le pays qui dépense le plus par habitant en parité de pouvoir d'achat. Par exemple, pour les dépenses de santé, la France est dépassée par le Luxembourg et l'Allemagne. En ce qui concerne les retraites, la France est après le Luxembourg, la Suède, la Belgique et l'Autriche. Cela est dû à la faiblesse de notre PIB par habitant et non à un manque de générosité de notre système de protection sociale. Le rapport détaille également l'évolution des prestations en 2022, une année marquée par la reprise de l'activité économique et une forte inflation. Comme prévu, la reprise entraîne une baisse des dépenses d'indemnisation chômage et de couverture des risques de pauvreté, exclusion sociale, à l'exception du chèque énergie et du RSA jeune, tandis que l'inflation entraîne une augmentation des autres prestations en valeur. L'étude souligne que de nombreuses mesures exceptionnelles ont été mises en place en France et en Europe en raison de la forte inflation, notamment en faveur des plus modestes. Ces mesures s'ajoutent au mécanisme d'indexation. En France, les dépenses de prestations sociales augmentent de 1,7%, après une hausse de 2,6% en 2021 et 6,9% en 2020,
contre une moyenne de 2,5% dans l'UE en 2027, ce qui reste inférieur à l'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH, qui atteint 5,9% pour la France et 9,2% pour l'UE 27. Cependant, cette moyenne cache des évolutions contrastées. Les prestations de vieillesse augmentent de 4,3%, les prestations de santé de 3,2%, les prestations familiales de 5,4%, les prestations emploi diminuent de 20,7%, les prestations de pauvreté-exclusion diminuent de 4,5% et les prestations de logement diminuent de 1,8%. Les prestations de pauvreté-exclusion diminuent sur la période 2021-2022, mais elles ont augmenté sur la période 2019-2022, tout comme l'ensemble des prestations sociales qui ont progressé de 88 milliards d'euros en 3 ans. Seules les prestations de logement diminuent de 1,3 milliard d'euros en raison de la réforme qui prend en compte des ressources plus récentes et des réévaluations plus fréquentes. En plus de la reprise de l'activité, la réforme de l'assurance chômage explique également en partie la baisse des prestations emploi, mais seulement pour l'année 2022. À l'avenir, il faudra suivre si la réforme des retraites et la réforme de la France Travail auront un impact sur le montant et l'évolution de l'ensemble des prestations sociales liées à la vieillesse et à la pauvreté-exclusion. Cependant, étant donné que la France part de très haut, il est peu probable que ces réformes remettent en question profondément notre modèle social. En ce qui concerne les ressources de la protection sociale, elles augmentent fortement de 5,0% pour atteindre 913,3 milliards d'euros hors transfert. Composées principalement de cotisations, 54% de l'ensemble des ressources, elles progressent grâce à la reprise de la masse salariale dans les secteurs privés et publics. Elles se composent de cotisations sociales effectives et de cotisations sociales imputées, ces dernières correspondant comptablement aux sommes équilibrant le financement des régimes de retraite des employeurs, principalement celui des retraites de la fonction publique, et représentent 62 milliards d'euros. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des nouvelles importantes.